Bonjour à toutes et à tous. On va parler aujourd'hui de risques et d'incertitudes. « 96% des joueurs de poker perdent. Seuls 4% gagnent. Ces 4% décident autrement. Ils mélangent intuition, calcul et courage. Alors, petit échauffement. Pensez-vous ici être dans les 4% les meilleurs pour décider dans l'incertitude ? Vous n'êtes pas sûr ? Et c'est très bien. Je suis là pour cette raison. Je suis champion de poker et dirigeant. Mon objectif est simple. Vous aider à comprendre et surtout à agir. Pendant que je parle, pensez à une décision compliquée, personnelle, professionnelle. Vous savez quel caillou est dans votre chaussure en ce moment. Choisissez bien, on va la faire passer ensemble au filtre d'un outil concret. Quand j'aurai fini de parler, vous saurez probablement quoi faire. Et au fait, pourquoi un joueur de poker vous parle de prise de décision ? Alors je n'étais pas ce grand-oncle qui a tout perdu, non. J'ai joué plus de 2 millions de mains, gagné plusieurs millions d'euros, affronté les meilleurs, représenté mon pays, commenté à la télé. Vous avez la photo ? Alors si je vous dis tout ça, ce n'est pas seulement pour me vanter, même si ce n'est pas désagréable. Si je vous dis tout ça, c'est parce que le poker, c'est le laboratoire de la décision sous incertitude. 2 cartes en main, 5 cartes communes. Au départ, tout n'est que hasard, adversaire et choix. Et ce fut pour moi une surprise, les principes que j'ai appris, expérimentés, développés, j'ai découvert qu'ils s'appliquent à la vie de tous les jours, au monde des affaires, aux décisions du quotidien, les petites et les grandes. Ces principes ont été avec moi dans la décision de créer une start-up, de recruter jusqu'à 60 employés, de devenir rentable, de la vendre à un grand groupe français. Mais assez parlé de moi. Parlons plutôt de l'éléphant dans la pièce. Je l'ai nommé tout à l'heure, la chance. Elle joue une part énorme. Si vous êtes débutant et que je vous apprends les règles du poker, on joue 10 minutes. Toute une vie d'expérience de mon côté disparaît. Vous avez presque une chance sur 2 de me battre. Si on joue maintenant 10 heures, je vais gagner 3 fois sur 4. Plus on avance et plus on s'approche du long terme. Au bout d'un mois, malgré vos progrès fulgurants, bravo, vous tombez à 0%. La qualité des décisions finit par battre la variance. C'est donc le premier piège. Car bien décider dans l'incertitude, c'est possible, mais cette incertitude fait que les résultats ne sont ni immédiats ni garantis. Les bonnes décisions sont masquées par une sorte de brouillard de guerre qu'on va appeler le résultat sur le court terme. Pourtant, si vous prenez constamment les bonnes décisions, les résultats finiront par suivre. Alors rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une bonne décision si on ne peut pas la juger au regard du résultat court terme ? C'est une décision qui va maximiser vos chances sur le long terme. Et comme le long terme, on ne le voit pas à chaque fois, je vous donnerai tout à l'heure un modèle mental pour le remplacer. Parlons du deuxième piège. Il y a 2 types d'erreurs destructrices. Les grosses erreurs, elles se voient tout de suite. Appeler son ex un soir arrosé, changer soi-même l'ampoule au-dessus de la baignoire, lâcher ses nerfs sur le pauvre Gérard à la réunion du lundi. Ça vous parle ? Mais il y a les petites erreurs répétées, invisibles, qui coûtent très cher à la fin. Scroller sur son téléphone avant de dormir. Oublier de féliciter ses équipes quand elles réussissent. Ou repousser un rendez-vous médical. Au poker, on appelle ça un leak, une fuite. Goutte à goutte, on ne voit rien. À la fin de l'année, vous avez un dégât des eaux. Alors, c'est l'heure de vous demander si vous connaissez David. David Sklansky. David, il a construit un premier outil dont je veux vous parler pour calculer la valeur théorique d'une décision. On l'appelle les Sklansky dollars. Alors, ce sont des faux dollars et ils mesurent la part moyenne du pot qui vous revient, en excluant la chance. Autrement dit, ils représentent la vraie valeur d'une décision, pas le résultat. Prenons un exemple. Imaginez-vous, à Vegas. Je vous laisse faire le décor. Vous êtes dans une partie de poker et vous partez à tapis pour 500 €. On est raisonnable, vous débutez. Votre adversaire suit et le pot contient maintenant 1000 €. Imaginons qu'il reste encore une carte à venir et qu'on voit, avec les cartes déjà présentes, que vous avez 2 chances sur 3 de gagner. Tout dépendra de cette dernière carte.
inconnu et imprévisible. Dans les faits, vous allez gagner 500 € ou perdre 500 €. Mais vous méritez 2/3 du pot total de 1 000 €. Vous méritez donc 666 €. Je vous épargne les centimes, ce sera le pourboire. Donc en Sklansky Dollar, on dit que vous enregistrez un gain de plus 166 Sklansky Dollars. Votre mise d'origine, c'était 500. Cet outil, il a l'air de rien comme ça, mais il est très utile pour se détacher du court terme. Car dans l'incertitude, on peut bien jouer et perdre, et on peut mal jouer et gagner. Ce qui compte, c'est la qualité de la décision. Et c'est donc ça qu'il faut mesurer. Elle fera son effet au bout du compte, si ce n'est pas aujourd'hui. C'est ma première leçon. L'expérience m'a montré que chercher à gagner des Sklansky Dollars était la meilleure approche pour être performant, même lorsqu'une décision ne se joue qu'une fois. Et vous verrez qu'il est possible de penser en termes de valeur moyenne pour quelque chose que vous ne jouez qu'une fois. Alors, si dans la vie, vous ne savez pas quoi faire de Gérard, est-ce qu'il est plutôt temps d'organiser un départ, ou si au contraire il est judicieux d'investir sur lui, cet employé parfois difficile mais talentueux? Il est peut-être d'imaginer le long terme de cette décision. Et s'il n'y avait pas un Gérard? Et s'il y en avait 10? S'il y en avait 100? Et que vous jouiez cette décision 100 fois, avec les mêmes informations? Combien de Gérard types vont redevenir performants si vous leur donnez les moyens? Combien, à l'inverse, vont rendre un départ difficile en cas de licenciement? Repensez à votre décision. Vous ne pouvez pas deviner le futur, mais vous pouvez dessiner les grandes branches de l'arbre des possibilités. Sera-t-il vexé? Sera-t-il fier? Sera-t-il piqué au vif? Vous savez ce qui est probable, vous savez ce qui l'est moins, et vous savez, plus important, ce qui est un risque acceptable pour vous et ce qui ne l'est pas. Ce modèle mental vous redonne du contrôle. Dans un monde qui change, entre le climat, la géopolitique, l'intelligence artificielle, alors que justement les cartes sont rebattues et les conséquences chaotiques. D'ailleurs, parlons d'IA. La tendance que je vois aujourd'hui, c'est de lui déléguer nos décisions. Mauvaise idée. Au poker, nous avons justement essayé, il y a environ 15 ans, quand l'IA est devenue très performante. Et nous avons déchanté. Au début, grâce aux jeux sur Internet, nous avons collecté de la data. Cette phase a révolutionné la stratégie. Nous pouvions désormais analyser des millions de mains et comprendre ce qui marchait vraiment sur le long terme. Puis des outils de plus en plus intelligents sont apparus et se sont entraînés sur nos données, ont facilité nos analyses, jusqu'à ce qu'enfin l'un d'eux remette tout en cause. Ces créateurs l'ont préparé en secret, puis ont invité les 100 meilleurs joueurs du monde à l'affronter dans une sorte de bêta privée. Votre serviteur a eu la chance de faire partie de ce groupe. Et comme mes camarades, je joue des milliers de mains alors contre la machine pour la tester. Ma conclusion est très claire. D'une part, je trouve le robot nul. D'autre part, je perds. Pas de chance? Plus curieux, mes amis vivent la même expérience. Les créateurs publient alors leurs statistiques combinées. Leur intelligence artificielle nous bat dans les plus grandes largeurs, collectivement. Stupeur, elle était tellement au-dessus de nous qu'on la pensait mal réglée. Alors, au top niveau, forcément, c'est la course à l'armement. Tout le monde se met à observer la machine, à disséquer ses coups, à essayer de jouer comme elle. Et ça donne lieu à des conversations absurdes. L'un dit « Pourquoi tu as fait ça ?» L'autre « Je ne sais pas, mais le robot le fait et il gagne, donc c'est bon. » C'est l'ère de ce que j'appellerais l'IA dogmatique. Ça vous parle peut-être en ce moment, l'IA dogmatique. Et ça paraissait logique, non? Au poker, on appelait ça le Game Theory Optimal. La recherche sans limite du coup parfait théoriquement. Alors, vous voyez peut-être où je vais en venir. Ce coup parfait théoriquement, des fois on l'appelle inexploitable, c'est ce que beaucoup vivent aujourd'hui en suivant un GPT, un LLM et lui posant des questions. Si la machine est plus experte que nous, alors elle devient un dogme à suivre. On se déjuge pour suivre son conseil, même contre notre propre intuition. Sauf qu'au poker, et vous verrez que ça s'applique dans la vie aussi, on s'est rendu compte que c'était globalement une énorme erreur. Imaginez, pour comprendre, une situation où au lieu du poker, on va jouer à pierre-feuille-ciseaux. Ici, la théorie est simple. Il faut faire un tiers de chaque. Car si je fais trop de fois ciseaux, je suis exploitable. Vous allez le remarquer et vous allez faire un peu plus de pierre. Et vous allez me battre.
Attention, si vous faites que des pierres, vous allez être très exploitable vous aussi, je vais le remarquer, et je vais m'adapter en faisant que des papiers. Et donc en théorie, on va s'ajuster, jusqu'à ce qu'on trouve un équilibre. Cet équilibre, c'est donc l'équilibre de Nash, c'est au pierre, feuille, ciseaux, papier, donc un tiers de chaque aléatoirement pour être imprévisible. C'est ça en fait, Game Theory Optimal. C'est ça être inexploitable et c'est aussi une non-décision. On remet un algorithme, ici il est trivial, dans la vie au poker il est très compliqué, mais on lui remet néanmoins notre choix, notre créativité. Alors c'est le premier problème, mimétiser une machine c'est renoncer à créer, c'est renoncer à inventer et je l'ai senti tout de suite, c'est déprimant. Les études aujourd'hui montrent même que la plasticité des neurones baisse et qu'on devient rapidement bête en fait. Enfin on perd son entraînement. Et donc, c'est très dangereux pour nous de rentrer dans l'ère de l'IA dogmatique. Mais ce n'est pas le seul problème. Même si ça, c'était pas vrai, même si vous ne croyez pas à ça, le problème, c'est que le robot, il joue parfaitement contre des gens qui n'existent pas. Personne dans le monde réel, personne ne joue l'équivalent de 33 pierres, 33 ciseaux, 33 feuilles. C'est infiniment plus complexe. Et les humains font des erreurs. Et les humains ont du contexte spécifique. La meilleure façon de jouer, ce n'est pas d'être inexploitable, c'est d'exploiter les erreurs de l'autre. C'est d'exploiter la richesse et le côté unique d'une situation. Votre problématique est unique. Ce n'est pas possible de la rentrer dans un prompt ou dans une skill. Sans l'historique complet, parfait, de votre conversation avec Gérard, de ses valeurs, des vôtres, la machine sera limitée dans sa compréhension du monde. Et donc, indépendamment de la justesse parfaite de son raisonnement, en somme, elle ne pourra pas vous donner la décision. Elle pourra vous donner l'état de l'art, mais pas décider à votre place. Ça pose des questions intéressantes et je pose ici le pari. Je prends ici le pari que savoir décider, assumer ses décisions dans l'incertitude, va devenir une des compétences les plus recherchées à tout niveau dans l'entreprise. Enfin, il faut le dire, parfois, la bonne décision pour vous n'est pas rationnelle. Beaucoup de succès entrepreneuriaux, sportifs ou amoureux viennent de là, le cœur. Si on avait vraiment su les difficultés à venir, l'aurions-nous vraiment fait ? Pour prendre en compte votre passion, votre envie d'accomplir des choses, vos valeurs, la valeur d'essayer, la valeur d'échouer, la valeur de grandir, il faut sortir de ce dogme. Et au poker, ça a été très concret. Dans ce jeu-ci darwinien, les meilleurs sont ceux qui ont remis la machine à sa place. Alors, ceux qui ne l'utilisaient pas n'ont pas pu suivre en termes de niveau. Mais ceux qui déléguaient tout ont également été dépassés. Au fur et à mesure des évolutions, ils n'ont pas compris ce qu'ils faisaient et perdu la main. Les meilleurs aujourd'hui pensent tous par eux-mêmes et ils utilisent l'IA comme un entraîneur, un coach, un sparring partner. Quand ils ne sont pas d'accord avec la machine, et ça arrive souvent, ils se font confiance et ils la déjugent. Dans cet univers d'adaptation constante, manger ou être mangé, l'IA est un copilote. L'humain étant le pilote, il faut maintenant parler de ses défauts. Quand vous prenez une décision, ou quand quelqu'un la prend dans votre entreprise, qui décide ? Avec qui ? Sur quels critères ? Avec quels critères objectifs ? Avec quels critères subjectifs ? Lors d'une décision d'entreprise, quelle part joue la politique ? L'amitié ? Un gain à court terme ? Ou un enjeu de carrière à long terme ? Quelle part jouent vos biais cognitifs ? Est-ce que des enfants sont dans la pièce pendant une session de télétravail ? Est-ce qu'on prend une décision sous la pression du N+2 ou la veille d'un arrêt maladie ? Nous allons donc parler un petit peu de l'intuition et des biais cognitifs. Je me souviens d'une partie de poker avec une pression un peu particulière. Ce n'est pas l'histoire à Londres contre l'oligarche russe. Celle-ci, je vous la raconterai un autre jour. C'est une partie où j'ai joué seul, sur Internet, dans ma chambre d'hôtel. Ce jour-là, je lance 8 tournois en simultané. Je vous ai dit que j'étais bon à ce jeu ? Donc, environ 1000 décisions par heure. On ne peut pas quitter les tables tant qu'il n'y a pas un vainqueur sur chaque table. Pour moi, c'est la routine. Je commande un coca en room service, on me l'apporte dans une belle bouteille en verre, sans ouvre-bouteille. Tout en jouant, je prends une autre décision, anodine. Ouvrir mon coca sur un coin de table. Alors le résultat court terme, dont on parlait tout à l'heure, n'est pas celui espéré. La bouteille casse et je me coupe le pouce bien comme il faut. Rien de gravissime, mais je supporte mal la vue du sang et me voilà debout, l'ordinateur dans une main, un mouchoir trempé de l'autre, en évitant de regarder le lavabo pour ne pas m'évanouir. Et toutes les 3 secondes, clic, 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 mon ordinateur m'appelle pour prendre une décision.
Alors j'ai tenu bon physiquement, mentalement, je ne me suis non seulement pas évanoui, mais j'ai eu une des meilleures sessions de ma carrière. Quelle conclusion en tirer? L'adrénaline m'a-t-elle aidé à bien jouer? C'est comme cela que naissent les superstitions. Faut-il que je me coupe volontairement le pouce à l'avenir? Ça fait rire, dit comme ça, c'est absurde. Pourtant, combien évite de marcher sous une échelle? Ou regarde le foot sans mémé qui doit rester dans la cuisine parce qu'elle porte malheur? Vous savez qu'à Vegas, il n'y a pas de 13e étage? Toutes ces superstitions sont nées d'un besoin. Ce besoin de notre cerveau. Trouver des schémas, trouver des liens de cause à effet. Le cerveau attribue le résultat à ce qui s'est passé juste avant. Rien n'est plus inquiétant que le hasard, que le chaos. Un schéma assez rassurant. De plus, dans les moments importants, le circuit de dopamine vous excite et mémorise extrêmement bien ce qu'il a vu. Le résultat, c'est que vous pensez apprendre de cette expérience, mais vos données sont ultra biaisées. La leçon, pour moi, était simple finalement. Je l'ai dit tout à l'heure. Ça mérite qu'on s'y attarde. On peut mal jouer et gagner. Ne tirez donc pas les mauvaises conclusions de vos résultats. Dans mon cas, en réalité, j'ai fait 2 sortes de mauvaises décisions. Ne pas rappeler le room service pour obtenir un ouvre-bouteille. C'est une mauvaise décision qui, en général, ne coûte pas cher. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure les fuites. Un petit péché de paresse, une prise de risque inutile. 99 fois sur 100, rien ne se serait passé. Je n'aurais jamais su que c'était une erreur. Mais si je suis honnête, n'ai-je pas pris ce genre de décision plus de 100 fois dans ma vie? Alors, pour toutes les cacahuètes ouvertes avec les dents, sans souci, la punition est arrivée ce jour-là, par un ouvre-bouteille manquant. Plus important, ma 2e mauvaise décision. En jouant blessé, déconcentré, bon, là je n'avais pas le choix, mais la qualité des décisions que j'ai prises était ce qu'elle est, un peu plus faible. J'ai été un joueur un peu moins performant que d'habitude, assez bon pour avoir de la chance. Pour finir, je vous ai promis que nous allions vraiment analyser votre décision. Repensez à votre problématique du début de la conférence. Je vous propose de la penser en 4 étapes. Apprendre, raisonner, décider et réapprendre. Apprendre d'abord. Selon votre enjeu, on va ajuster le temps et le moyen qu'on dédie à cette étape. Si c'est une petite décision, prenons-la vite. Elle engage votre avenir, alors prenons-la plus lentement. Dans tous les cas, il faut commencer par collecter de l'information, puis réduire le bruit. Un client mécontent, c'est le signe d'un souci de produit ou c'est le signe que ce client est étrange? Une anecdote qui me fait souvent rire. Au supermarché, si on étudie les motivations des gens qui rentrent, on leur pose la question au moment d'acheter, quel va être le facteur d'achat? Allez-vous choisir des choses qui sont bio, de saison, bonnes pour la santé? C'est ce qu'ils disent en priorité. Maintenant, on pose la même question, mais cette fois-ci à d'autres gens à la sortie en leur demandant ce qu'il y a dans leur panier et pourquoi ils l'ont choisi. Et là, les faits sont implacables et tout autres. Ils ont choisi les produits pour le goût, le prix, bien avant tous les autres facteurs. Ils y croyaient en rentrant, mais au final, ils n'ont pas pris la même décision que celle qu'ils pensaient prendre. Méfiez-vous donc des biais, les vôtres et ceux qui vous entourent. Collectez cette information et challengez-la froidement. Ensuite, il restera à savoir quand décider et quand attendre. Parfois, attendre, c'est pire que de se tromper. Une mauvaise décision rapide peut avoir plus de valeur qu'une décision lente. Mais si vous voulez prendre de l'information, il y a des solutions. Au poker, c'est lever la tête, observer le rythme cardiaque, le stress, voir si la personne se détend progressivement ou augmente son stress. En business, ça voudra dire laisser émerger un signal faible lors d'un partenariat, faire un projet pilote. Le deuxième temps, maintenant, c'est raisonner. Une fois que vous avez l'information et que vous avez réduit le bruit, vous allez identifier les variables clés. Au poker, les joueurs médiocres posent le problème en très très peu de variables. Tu fais quoi avec paire de 6? Ça ne veut rien dire. La bonne question inclut tellement de critères. Quelles sont vos cartes? Ok, mais quelle est votre position? Combien y a-t-il d'argent sur la table? Votre image est-elle celle de quelqu'un de sérieux ou de bluffeur? L'adversaire est-il dans une dynamique calme, énervé, excédé? À quel moment du tournoi sommes-nous? Au début de la course, en finale? Bref, je ne vous les fais pas tous, il en reste beaucoup. Mais on peut dire en tout cas qu'on reconnaît le niveau d'un joueur de poker à sa façon de décrire un problème. Plus le niveau monte, plus le nombre de variables est pertinent, et les bonnes sont dites dans le bon ordre, car elles n'ont pas le même poids. Votre job donc dans cette étape, c'est de lister les variables à prendre en compte pour votre problème et de les pondérer. Soyons concrets. Cette décision impacte peut-être mes revenus court terme, mes revenus long terme, mon image auprès de mes collègues, de mes clients, de mes collaborateurs, de ma famille. Peut-être qu'elle affectera la satisfaction client ou ma motivation de venir au travail tous les matins, celle de mon équipe,
Ma fierté personnelle, ma liberté, ma santé? Concrètement, comment on fait ça? On fait une carte de score. Lister les variables clés, pondérer chaque critère en termes d'importance, et puis donner un score à la valeur attendue. Finalement, vos Sklansky Bucks, vos Sklansky dollars. Cet outil a l'air lourd comme ça, mais on peut le faire en 20 minutes, à l'approximation, ou pour une grosse décision en plusieurs semaines d'audit. En tout cas, toute décision qui résiste plusieurs jours à votre analyse intuitive mérite qu'on s'y arrête quelques heures et qu'on pose le problème correctement. S'il faut décider très vite, identifiez les 2 ou 3 variables critiques. Ce sera la loi de Pareto. Vient en troisième temps celui de décider. Alors c'est le moment où tout dérape souvent, car les biais rentrent en scène. Platon comparait l'âme à un cocher, la raison, qui tente de diriger un attelage composé de 2 chevaux. L'un blanc, la volonté, noble, docile, et l'autre noir, le désir, impétueux, fougueux. Concrètement, connaissez vos biais. Le mien, par exemple, j'aime briller. Quand 2 options sont proches et que l'une me fait briller et pas l'autre, alors je me corrige, je choisis celle qui ne me fait pas briller, car je sais que j'ai tendance à trop aller vers la première. Je vous propose 2 outils simples et très efficaces. Sortir de vous-même. Imaginez que cette décision qui vous empête, maintenant prenez-la en tête. Ce n'est pas vous qui la prenez, mais votre mentor, la personne que vous respectez le plus sur ce genre de décision. Qu'est-ce qu'il ferait là, à votre place? Ça peut être un expert domaine, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être votre coach sportif. Mais en prenant un angle extérieur, vous neutralisez énormément de biais, tous les biais personnels, de ce que vous avez envie de faire. Vous décalez aussi dans le temps. Autre outil. Que penserez-vous de cette décision dans 1 heure? Dans 1 jour? Dans 1 an? Serez-vous fier d'avoir décidé ça? Projetez-vous dans la victoire, mais aussi dans la défaite. Si ça gagne, si ça perd, qu'aurez-vous appris? Vous cassez ainsi le charme des émotions immédiates, de l'envie du gain. Et souvenez-vous, dépasser un léger inconfort est normal. Décider, c'est prendre une position dans l'incertitude. Vous n'éliminez pas le risque, vous le choisissez. Enfin, le temps numéro 4, réapprendre. Donc à la fin, ça réussit ou ça rate, c'est donc le moment d'apprendre à nouveau. Imaginons que vous ayez recruté déjà 3 personnes. Finalement, quels étaient les facteurs qui ont prédit les bons éléments? Voyez chaque décision comme un test. Vous décidez pour apprendre et devenir meilleur progressivement, pas seulement pour gagner tout de suite. Si vous faites comme ça, vous allez gagner en niveau très vite et vous allez dédramatiser chaque choix. C'est normal de se tromper. Parce que oui, au début, c'est moins confortable. Mais si vous améliorez votre processus de 1% par jour, alors la pente est rapidement exponentielle. Je vous laisse avec un proverbe de Doyle Brunson, une vieille légende du poker. Un vieux de la vieille qui, pour le coup, était en avance sur son époque. La chance, c'est quand le hasard rencontre la préparation. Alors préparez-vous. Apprenez, raisonnez, décidez, réapprenez, et vous déciderez mieux que 96% des gens durablement. Merci.